Le son de notification du téléphone de Molly déchira le silence de leur chambre à coucher comme une lame. Jacques jeta un coup d'œil à sa femme, mariée depuis 12 ans, qui dormait profondément à ses côtés, sa chevelure au beurre étalée sur l'oreiller comme du vin renversé. Le téléphone vibra de nouveau, puis encore. À 2h47 du matin, personne n'envoie de SMS, sauf en cas d'urgence. Jacques se pencha au-dessus du corps endormi de Molly et attrapa le téléphone sur la table de chevet. L'écran s'illumina, affichant une série de messages de Ralph, boss. Son pouce hésita au-dessus de l'écran alors qu'il lisait l'aperçu du message qui lui glaça le sang. Tellement hâte à demain soir. Je n'arrête pas de penser à ce dont nous avons parlé, à montrer à Jacques qui commande vraiment. Les mains de Jacques tremblèrent alors qu'il déverrouillait le téléphone. Molly n'avait jamais changé son code d'accès, utilisant toujours leur date d'anniversaire, un détail qui lui semblait maintenant être une plaisanterie cruelle. Le fil de discussion révélait une conversation qui brisait son monde en temps réel. Ralph, la chambre d'hôtel est réservée pour demain. Chambre 237 au Marriott du centre-ville. Molly, je suis nerveuse mais excitée. Tu crois vraiment que Jacques acceptera ça? Toute cette histoire de soumission? Ralph, fais-moi confiance, ma chérie. Quand il te verra avec un vrai homme, il comprendra sa place. Certains maris sont nés pour regarder. Molly, et s'il se fâche? Ralph, alors nous lui montrerons ce qui arrive quand il ne connaît pas son rôle. J'ai déjà eu affaire à des hommes faibles. Jacques fit défiler des semaines de messages, chacun étant un poignard dans son cœur. Des photos. Des plans. Des discussions sur l'entraînement pour qu'il accepte leur liaison. Molly et Ralph avaient élaboré une fantaisie complexe où Jacques non seulement tolérerait d'être trahi, mais y prendrait même plaisir. Le téléphone glissa de ses doigts engourdis et s'écrasa sur le parquet. Le bruit réveilla Molly, qui bougea et ouvrit les yeux. « Jacques? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Il la fixa à cette femme qu'il aimait depuis l'université, la mère de ses enfants, la personne à qui il avait confié tous ses secrets, tous ses rêves, tous les moments vulnérables de sa vie adulte. Elle avait l'air si innocente, allongée là, ses yeux verts grands ouverts, débordant d'une inquiétude apparente. « Parle-moi de Ralph, dit-il doucement. La couleur quitta le visage de Molly. « Quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Parle-moi de la chambre 237 au Marriott. Parle-moi de me montrer ma place et point. » Molly se redressa brusquement, tirant le drap autour d'elle comme s'il pouvait la protéger de la vérité. « Jacques, je peux expliquer. » « Expliquer quoi? Expliquer comment toi et ton patron avez prévu de m'humilier? Expliquer comment vous avez pensé que j'allais simplement rester assis là à vous regarder détruire notre mariage. Ce n'est pas comme ça. » La voix de Molly se brisa. Ralph dit que de nombreux couples explorent ces dynamiques. C'est une question d'échange de pouvoir, de... De quoi, Molly? Du fait que tu as décidé que je ne suis pas assez un homme pour toi. Jacques se leva, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre qui donnait sur leur quartier résidentiel. Il y a 12 ans, ils avaient choisi cette maison ensemble. Ils avaient peint la chambre d'enfant quand elle était enceinte d'Emma. Ils avaient célébré chaque anniversaire, chaque promotion, chaque petite victoire de leur vie commune entre ces murs. « Jacques, s'il te plaît, écoute-moi, implora Molly, sortant du lit et s'approchant de lui avec prudence. Ralph m'a ouvert les yeux sur des choses que je ne savais même pas que je voulais. Il est si confiant, si dominant. Et il m'a fait réaliser qu'il manquait quelque chose à notre mariage. » Il manquait quelque chose? Jacques se tourna pour la regarder, sa voix mortellement calme. « Qu'est-ce qui manque exactement à notre mariage, Molly? » De l'excitation. De la passion. Le genre d'intensité qui te fait te sentir vivant. Elle tendit la main vers son bras, mais il recula. Ralph dit que les hommes comme toi ou les hommes sensibles et attentionnés peuvent trouver l'épanouissement d'une autre manière. Tu n'as pas besoin d'être l'alpha. Tu peux trouver la paix dans l'acceptation. Les hommes comme moi. Jacques répéta cette phrase comme si elle avait un goût amer. Et quel genre d'homme suis-je, selon Ralph? Molly hésita, reconnaissant peut-être enfin le danger dans le ton de son mari. Tu es merveilleux, Jacques. Tu es gentil, doué. Faible. C'est le mot que tu cherches, n'est-ce pas? C'est ce que Ralph t'a dit. Que je suis faible. Non, ce n'est pas. Montre-moi les photos, Molly. Quoi? Les photos que tu lui as envoyées. Je les ai vues dans le fil de discussion.
Montre-moi ce que tu as déjà partagé avec ton patron pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour payer cette maison, cette vie que nous avons construite ensemble. Le visage de Molly s'effondra. Jacques, je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Au début, c'était juste du flirt, juste se sentir à nouveau attirante. Ralph m'a prêté attention d'une manière qui m'a fait me sentir puissante. En lui envoyant des photos de ma femme. En planifiant de me tromper. En discutant de la façon de me manipuler pour que je l'accepte. La voix de Jacques s'éleva. As-tu pensé à Emma et Tyler quand tu faisais ces plans? As-tu pensé à ce que cela ferait à nos enfants? Les enfants n'ont pas besoin de savoir. Cela ne doit rien changer à la maison. Ralph a expliqué que de nombreux mariages réussis fonctionnent de cette façon. L'époux apporte la stabilité tandis que l'épouse. Tandis que l'épouse quoi, Molly? Tandis que l'épouse voit ses besoins satisfaits par quelqu'un d'autre? Tandis que l'époux paie les factures et élève les enfants en faisant semblant de ne pas remarquer que sa femme rentre à la maison en sentant un autre homme. Molly pleurait à présent, le mascara coulant sur ses joues. Tu déformes tout pour que ça paraisse laid. Ça n'a pas à être laid. Ralph dit que. Je me fiche de ce que Ralph dit, explosa Jacques. Ce qui m'importe, c'est ce que ma femme dit. Ce qui m'importe, c'est ce que la femme que j'aime depuis 15 ans, qui a promis de renoncer à tous les autres, qui a juré devant Dieu et nos familles qu'elle serait fidèle. Ce qui m'importe, c'est ce qu'elle dit. Je te dis que je t'aime, sanglota Molly. Je te dis que ça n'a pas à sonner le glas de notre mariage. Ça peut le renforcer. Ralph dit qu'une fois que tu acceptes. Arrête. Jacques leva la main. Arrête de parler de ce que Ralph dit. Je veux savoir ce que tu penses, toi. Je veux savoir quand tu as décidé que nos vœux de mariage n'étaient que des suggestions. Je veux savoir quand tu as décidé que j'étais si pathétique, si faible, que j'accepterais d'être trahi. Molly essuya ses yeux, et pendant un instant, Jacques aperçut une lueur de la femme qu'il avait épousée. Je pensais que tu m'aimais assez pour essayer. Ralph m'a fait croire que tu voudrais que je sois heureuse, même si ça impliquait de me partager. Me partager. Jacques laissa échapper un rire amer. Comme si tu étais un bien que l'on se partage. Comme si notre mariage était un arrangement commercial que l'on peut renégocier quand l'une des parties s'ennuie. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Jacques se dirigea vers leur commode et commença à sortir des vêtements. Juste aurait été de venir me voir quand tu te sentais frustré. Juste aurait été de consulter un conseiller conjugal. Juste aurait été d'avoir une conversation honnête sur nos problèmes. Juste n'aurait pas été de planifier de m'humilier avec ton patron. Où vas-tu? Aller avoir une conversation avec Ralph. Molly attrapa son bras. Jacques, non. S'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Parlons-en. On peut surmonter ça. Il baissa les yeux sur sa main posée sur son bras, puis croisa son regard. 12 ans, Molly. 12 ans que je t'aime. 12 ans que je suis fidèle. 12 ans que je travaille pour construire cette vie avec toi. Et tu as tout jeté par la fenêtre pour un homme qui t'a convaincu que je suis trop faible pour mériter ta loyauté. Je n'ai jamais dit que tu étais faible. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tu le croyais. Tu le croyais assez pour monter tout ce stratagème. Tu le croyais assez pour penser que j'allais juste l'accepter. Jacques enfila son jean et un t-shirt. Eh bien, félicitations, Molly. Tu es sur le point de découvrir exactement à quel point je suis faible. Jacques, s'il te plaît. Mais il était déjà en train de sortir de la chambre, attrapant ses clés sur le comptoir de la cuisine. Derrière lui, il entendait Molly pleurer, l'appeler, mais sa voix semblait venir de très loin. Le trajet jusqu'à l'immeuble de Ralph dura 20 minutes à travers des rues désertes. Jacques avait recherché l'adresse il y a des mois, quand Molly avait commencé à travailler tard, quand elle avait commencé à rentrer à la maison en racontant des histoires sur son merveilleux patron si compréhensif, si encourageant pour ses ambitions de carrière. Il aurait dû faire confiance à son instinct à ce moment-là. Il aurait dû faire attention quand elle avait commencé à s'habiller différemment pour le travail, quand elle avait commencé à faire plus de sport, quand elle avait commencé à acheter de la nouvelle lingerie qu'elle ne portait jamais pour lui. Ralph vivait dans un de ces complexes modernes avec des noms comme le Sanctuaire ou les Hauts de l'Harmonie, des endroits conçus pour les jeunes cadres qui veulent se sentir sophistiqués. Jacques trouva l'immeuble et utilisa l'annuaire des résidents pour localiser l'appartement 4B.
Le trajet en ascenseur jusqu'au 4e étage ressembla à une descente aux enfers. Les mains de Jacques tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage si pure qu'elle ressemblait à la foudre dans ses veines. Il n'avait jamais été un homme violent. Il n'avait même jamais participé à une vraie bagarre. Mais, debout devant la porte de Ralph à 3h30 du matin, il comprit pour la première fois de sa vie ce que cela signifiait de vouloir faire du mal à quelqu'un. Il frappa. Fort. Après quelques minutes, il entendit du mouvement à l'intérieur, puis la voix de Ralph, pâteuse de sommeil. « Qui est-ce » ? C'est Jacques. Le mari de Molly. Un long silence. Puis le bruit de serrure qui tourne. Ralph ouvrit la porte, vêtu seulement d'un caleçon et affichant une expression suffisante qui ne cachait pas tout à fait sa nervosité. Il était plus jeune que Jacques ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans, avec le genre de physique sculpté en salle de sport qui vient quand on a trop de temps et de revenus disponibles. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés, même à 3h30 du matin, comme s'il attendait de la visite. « Jacques » dit Ralph, sa voix portant cette même tonalité assurée que Jacques avait entendue dans les descriptions de Molly. C'est inattendu. Bien que, je suppose, c'était inévitable. Vraiment ? Écoute, je comprends que tu sois bouleversé. Mais avant que tu ne fasses quelque chose que tu vas regretter, tu devrais savoir que Molly est venue me voir. Elle m'a parlé des problèmes dans votre mariage, de son insatisfaction. Jacques se rapprocha, forçant Ralph à reculer dans son appartement. T'a-t-elle dit que nous avions fait l'amour il y a 3 nuits ? T'a-t-elle mentionné qu'elle m'a dit qu'elle m'aimait hier matin, au petit déjeuner ? T'a-t-elle expliqué à quel point elle était insatisfaite alors qu'elle préparait le déjeuner d'Emma et des Tyler avec ses devoirs ? L'appartement de Ralph était exactement ce à quoi Jacques s'attendait, meubles modernes, art abstrait, un casier à vin et du matériel de sport dans un coin. Le genre d'endroit conçu pour impressionner les femmes mariées à des hommes qui font leurs courses chez Castorama et entraînent l'équipe de baseball des enfants. Le mariage, c'est compliqué, dit Ralph en refermant la porte derrière eux. Parfois, les gens ont besoin de choses différentes à différentes étapes de leur vie. Molly est une femme belle et intelligente qui mérite de se sentir vivante, de se sentir désirée. Par toi. Par quelqu'un qui apprécie ce qu'elle a à offrir. Quelqu'un qui peut lui donner l'intensité dont elle a envie. Jacques observa l'appartement, remarquant l'électronique coûteuse, les meubles en cuir, les baies vitrées offrant une vue sur la ville. Bel endroit. Tu gagnes combien, Ralph ? Dans les 6 chiffres. Plus ? Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. J'essaie juste de comprendre. Tu as du succès, tu es attirant, probablement intelligent. Tu pourrais avoir n'importe quelle femme célibataire que tu désires. Mais tu as choisi ma femme. Tu as choisi de convaincre une mère de 2 enfants qu'elle avait besoin de trahir sa famille pour se sentir vivante. Ralph se dirigea vers son îlot de cuisine, créant une distance entre eux. Je ne l'ai convaincue de rien. Je l'ai simplement aidée à reconnaître ce qu'elle savait déjà. Que son mari est faible. Que son mari est limité. Qu'il n'est pas capable de lui donner ce dont elle a besoin. Il n'y a rien de mal à ça, Jacques. Différentes personnes ont différentes capacités. Jacques acquiesça lentement. Et tu penses que je suis le genre d'homme qui accepterait ça sans rien dire ? Tu penses que je suis si limité que je regarderais ma femme quitter notre lit pour venir dans le tien ? Je pense que tu es le genre d'homme qui aime sa femme au point de vouloir qu'elle soit heureuse. Même si ce bonheur nécessite des ajustements à votre arrangement. Ajustements. Jacques savoura le mot. Comme te regarder coucher avec ma femme. Comme élever mes enfants pendant que tu satisfais ses besoins. Comme payer la maison où elle planifie vos rendez-vous. La façade confiante de Ralph commençait à se fissurer. Il ne s'agit pas d'humiliation, Jacques. Il s'agit de permettre à chacun de trouver son rôle. Tu es un fournisseur, un protecteur. C'est précieux. C'est important. Mais Molly a besoin de plus que ça. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ce que je peux lui donner. Et tu dois accepter que tu ne peux pas être tout pour tout le monde. Il y a de la liberté dans l'acceptation. Jacques fit lentement le tour de l'îlot, forçant Ralph à se retourner et à le regarder en face. Parle-moi de la chambre d'hôtel. La chambre 237. C'était, nous avons pensé qu'il serait plus facile que tu saches. Que tout soit au grand jour. Vous pensiez que j'allais quoi ? Venir regarder ? Participer à un fantasme malsain où je te remercie de me montrer ma place.
Je pensais que tu comprendrais que cela ne te diminue pas. Tu restes son mari. Tu restes le père de ses enfants. Tu continues à subvenir à ses besoins, à prendre soin d'elle. Pendant que tu couches avec elle. Pendant que je lui donne ce dont elle a besoin et que tu ne peux pas lui fournir. Jacques cessa de bouger. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne peux pas lui fournir? Elle me l'a dit. Elle m'a parlé de tes limitations. De ton manque de confiance. De la façon dont tu demandes la permission au lieu de prendre les choses en main. Elle t'a dit que j'étais faible. Elle m'a dit que tu étais différent. Que tu avais besoin d'être avec quelqu'un qui pouvait apprécier la douceur plutôt que la domination. Et tu l'as cru? Quelque chose dans le ton de Jacques finit par percer l'arrogance de Ralph. Le plus jeune recula d'un pas. Écoute, peut-être devrions-nous tous nous asseoir et en discuter comme des adultes. Molly pourrait t'expliquer mieux que moi. Le poing de Jacques heurta la mâchoire de Ralph avec un bruit semblable à celui d'une batte de baseball frappant une pastèque. Le plus jeune s'écroula contre ses placards de cuisine, renversant une bouteille de vin qui se brisa sur le carrelage. « Tu veux connaître mes limitations ?» demanda Jacques, en secouant ses jointures. « Tu veux connaître mon manque de confiance ?» Ralph se releva difficilement, du sang coulant de son nez. « Tu es fou? Tu ne peux pas juste. » Jacques le frappa à nouveau, cette fois au ventre. Ralph se plia en deux, haletant. « 12 ans, dit Jacques, sa voix étrangement calme. 12 ans que je suis marié à cette femme. 12 ans que je me lève tous les matins et que je vais travailler pour qu'elle ait tout ce qu'elle désire. Une maison. Une voiture. Un fonds pour les études des enfants. Des vacances. Des soirées en amoureux. Tout. » Il attrapa Ralph par les cheveux et le força à lever les yeux. « Et tu l'as convaincu que je suis trop faible pour mériter sa loyauté. S'il te plaît, haleta Ralph. Ça ne résoudra rien. La violence ne. » Jacques lui gifla le visage avec le dos de la main. La violence ne quoi? Ne va pas te montrer qui est dominant? Ne va pas prouver que je suis capable de prendre les choses en main. Il releva Ralph et le plaqua contre le mur. Voici ce qui va se passer. Tu vas appeler Molly tout de suite. Tu vas lui dire que tu as changé d'avis. Tu vas lui dire que poursuivre cette histoire serait une erreur. Je ne peux pas. Jacques le plaqua de nouveau contre le mur. Si, tu peux et tu vas le faire. Parce que si tu ne le fais pas, je vais te rendre la vie très difficile. Je vais appeler ton patron et lui parler de ton habitude de coucher avec des employés mariés. Je vais appeler tes voisins et leur expliquer pourquoi des voitures de police sont garées devant ton immeuble à 4 heures du matin. Tu me menaces. Je te le promets. Tu voulais me remettre à ma place. Tu voulais prouver que je suis trop faible pour me battre pour ma femme. Félicitations. Tu as réussi. Tu m'as montré exactement quel genre d'homme je deviens quand quelqu'un menace ma famille. Jacques le relâcha et recula. Ralph s'affala contre le mur, touchant son nez ensanglanté. Appelle-la, ordonna Jacques. Les mains tremblantes, Ralph prit son téléphone et composa le numéro de Molly. Jacques pouvait entendre la sonnerie, puis la voix de Molly, anxieuse et haletante. Ralph? Dieu merci. Jacques est parti d'ici furieux. Je crois qu'il vient chez toi. Tout va bien? Ralph regarda Jacques, qui hocha la tête d'un air encourageant. Ça va, répondit Ralph. Mais Molly, j'ai réfléchi. Toute cette histoire, c'est une erreur. On devrait arrêter ça. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je réalise maintenant que j'avais tort. Surtout. Sur ton mari, sur notre situation. Tu devrais te concentrer sur ton mariage. Jacques pouvait entendre la voix de Molly monter d'un ton, paniqué. Ralph, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une drôle de voix. Est-ce que Jacques est là? Ralph regarda Jacques à nouveau, qui tenait maintenant une bouteille du casier à vin comme une massue. Non, mentit Ralph. Jacques n'est pas là. Je crois juste qu'on s'est menti à nous-mêmes. Ton mari t'aime. Il ne mérite pas ça. Mais tu avais dit. J'avais tort. Sur toute la ligne. Je suis désolé, Molly. Je dois y aller. Ralph raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Jacques posa la bouteille de vin et sortit son propre téléphone. Il fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le numéro de Peterson S Auto Salvage,
un service de remorquage disponible 24h24 qu'il utilisait pour son entreprise de construction. Jacques? La voix de Ralph n'était qu'un murmure. Qu'est-ce que tu fais? Je demande un service, répondit Jacques alors que le téléphone sonnait. Salut Pete? C'est Jacques Morrison. Ouais, je sais qu'il est tôt. Écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service. Il y a une voiture sur le parking des appartements Harmony Heights qui doit être enlevée. Elle cause des problèmes aux résidents. Il s'approcha de la fenêtre de Ralph et regarda vers le parking. BMW argenté. Plaque d'immatriculation, attends. Il regarda Ralph, attendant une réponse. Tu ne peux pas. La plaque? Ralph murmura le numéro. Ouais, Pete, c'est celle-là. Emmène-la sur ton terrain. Le propriétaire pourra venir la chercher quand il aura payé les frais. Merci, mon pote. Jacques raccrocha et sourit à Ralph, qui le fixait avec horreur. Ma voiture est garée légalement. Ta voiture est garée à un endroit qui va bientôt être désigné comme couloir de sécurité incendie. Ça arrive tout le temps dans ces complexes de luxe. Mauvaise signalisation. Tu la récupéreras dans quelques jours, après avoir payé les frais de remorquage et de stockage. Ça devrait te coûter environ 800 $. Jacques se dirigea vers la porte d'entrée de Ralph et l'ouvrit. Voilà comment ça va se passer. Tu vas éviter ma femme. Tu vas la traiter avec courtoisie professionnelle au travail, et rien de plus. Tu vas oublier que vous avez jamais eu de conversation sur notre mariage. Et si je ne le fais pas? Jacques se retourna, son expression devenant terriblement sérieuse. Alors tu découvriras à quel point je peux être illimité quand quelqu'un menace ma famille. On se comprend? Ralph acquiesça, tenant toujours son nez ensanglanté. Bien. Oh, et Ralph? Si jamais, et je dis bien jamais, tu parles à la femme d'un autre homme comme tu as parlé à la mienne, souviens-toi de cette conversation. Souviens-toi de ce que ça fait de réaliser que tu t'es trompé sur le genre d'homme à qui tu avais affaire. Jacques quitta l'appartement de Ralph et prit l'ascenseur pour redescendre au parking. À travers les fenêtres du hall, il pouvait voir le camion de remorquage de Pete arriver. Il fit un signe de la main à son ami et se dirigea vers sa propre voiture. Le trajet du retour fut plus long que celui de l'aller. Jacques n'était pas pressé d'affronter ce qui l'attendait. Il avait gagné la bataille contre Ralph, mais la guerre pour son mariage ne faisait que commencer. Et au fond de lui, il savait qu'elle était peut-être déjà perdue. Molly l'attendait dans le salon quand il entra, toujours en chemise de nuit, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Qu'est-ce que tu as fait » demanda-t-elle immédiatement. « J'ai eu une conversation avec ton patron. Jacques, s'il te plaît, dis-moi que tu ne lui as pas fait de mal. Je n'ai rien fait qu'il ne mérite pas. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? Molly se leva, se serrant dans ses bras. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, est-ce que tu vas garder ton travail? Est-ce que tu vas continuer à travailler pour un homme qui t'a convaincu de trahir ta famille? Est-ce que tu vas le voir tous les jours et faire comme si rien ne s'était passé? Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. Non, Molly. Tu dois décider. Tout de suite. Est-ce que tu es ma femme, ou est-ce que tu es là? Qu'est-ce qu'il t'a convaincu de vouloir être? Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple. Jacques s'assit sur le canapé qu'ils avaient acheté ensemble 5 ans auparavant, après avoir économisé pendant des mois pour pouvoir se l'offrir. Soit tu veux être marié avec moi, soit tu ne le veux pas. Soit tu crois que notre mariage vaut la peine qu'on se batte pour lui, soit tu crois que Ralph avait raison de penser que je suis trop faible pour mériter ta fidélité. Molly s'assit en face de lui, les mains tordues sur ses genoux. Je suis tellement perdu, Jacques. Pendant des mois, Ralph m'a fait me sentir spécial, comme si je passais à côté de quelque chose d'incroyable. Il m'a fait me sentir belle, puissante. Et moi, non. Pas comme ça. Pas de cette manière intense et bouleversante. Jacques se renversa en arrière, étudiant le visage de sa femme. Alors quand je t'ai offert des fleurs la semaine dernière sans raison particulière, ça ne t'a pas fait te sentir spécial? Quand je t'ai dit que tu étais la plus belle femme au mariage de Sarah, ça ne t'a pas fait te sentir attirante? Quand j'ai passé 3 heures à t'aider à préparer la fête d'anniversaire d'Emma parce que je voulais que ce soit parfait pour toi, ça ne t'a pas fait te sentir aimé? Les yeux de Molly se remplirent de larmes. C'est différent. C'est confortable. Sûr.
Et tu ne veux plus de confortable et de sûr. Je ne sais pas ce que je veux. Ralph a rendu tout ça si simple, si excitant. Mais maintenant. Elle le regarda avec une sorte de peur. Je ne t'avais jamais vu comme ça avant. Quand tu es parti d'ici ce soir, tu avais l'air dangereux. Je suis dangereux, Molly. Pour quiconque menace ma famille. Je croyais que tu le savais. Je pensais que tu étais doux. Je suis doux. Avec les gens que j'aime. Avec les gens qui méritent de la douceur. La voix de Jack était calme mais ferme. Mais toi et Ralph, vous avez fait une erreur. Vous avez confondu douceur et faiblesse. Vous avez confondu amour et soumission. Ralph disait. Je me fiche de ce que disait Ralph. Jack explosa, faisant sursauter Molly. Ce qui m'importe, c'est ce que tu penses, toi. Ce qui m'importe, c'est ce que tu crois, toi. Tu penses que je suis faible, Molly? Tu penses que je suis trop pathétique pour être ton mari? Molly pleurait maintenant, les mains cachant son visage. Je ne sais plus. Je croyais te connaître, mais ce soir? Ce soir, tu as vu ce qui arrive quand quelqu'un menace ce que j'aime le plus. Ce soir, tu as vu ce à quoi ressemblent 12 ans de loyauté, de fidélité et de dévouement quand ils sont trahis. Jacques se leva et alla vers leur photo de mariage sur la cheminée. Ils avaient l'air si jeunes, si heureux, si certains que leur amour pourrait surmonter n'importe quoi. Je veux que tu fasses tes valises, dit-il doucement. Quoi? Je veux que tu fasses tes valises et que tu ailles chez ta sœur. J'ai besoin de temps pour réfléchir, et je ne peux pas le faire avec toi ici. Jacques, s'il te plaît. On peut surmonter ça. J'ai fait une erreur, mais... Tu as fait un choix. Tu as choisi de croire que je n'étais pas assez bien pour toi. Tu as choisi de planifier une liaison. Tu as choisi de m'humilier avec ton patron. Ce ne sont pas des erreurs, Molly. Ce sont des décisions. Je peux changer. Je peux démissionner. Je peux. Tu peux faire tes valises. La voix de Jacques était définitive. Emma et Tyler sont chez ta mère ce week-end. Ils n'ont pas besoin de voir ça. Mais quand ils reviendront, je veux que tu sois parti. Tu me jettes dehors? Comme ça? Jacques se tourna pour la regarder, et elle recula en voyant la froideur dans ses yeux. Comme ça? Molly, tu as passé des semaines à planifier de détruire notre mariage. Tu as envoyé des photos intimes à un autre homme. Tu as réservé des chambres d'hôtel. Tu as envisagé de me manipuler pour que j'accepte ta liaison. Et tu veux savoir pourquoi je te jette dehors comme ça? Je ne suis jamais allé jusqu'au bout. Parce que je t'ai arrêté. Pas parce que tu as changé d'avis. Pas parce que tu as réalisé que tu avais tort. Parce que je l'ai découvert et que je t'ai arrêté. Molly se leva, les mains implorantes. Jacques, je t'aime. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais je t'aime. On peut aller voir un conseiller conjugal. On peut travailler sur notre mariage. Je peux me faire pardonner. Comment? Demanda Jacques simplement. Comment tu te fais pardonner de t'être convaincu que je suis trop faible pour mériter ta fidélité? Comment tu te fais pardonner d'avoir planifié de m'humilier? Comment tu te fais pardonner que 12 ans de mariage ne signifient si peu pour toi que tu serais prête à tout gâcher pour de l'excitation? Je ne sais pas, mais je vais essayer. Je ferai tout ce qu'il faudra. Jacques resta silencieux un long moment, étudiant son visage. Finalement, il secoua la tête. Le problème, ce n'est pas que tu aies fait une erreur, Molly. Le problème, c'est que tu as cru au mensonge de Ralph sur qui je suis. Le problème, c'est que tu as regardé 12 ans de mariage et que tu as décidé que ce n'était pas suffisant. Le problème, c'est que tu as si peu de considération pour moi que tu as supposé que j'accepterais simplement d'être trahi. J'ai eu tort. Oui, tu as eu tort. Sur tout. Sur moi, sur notre mariage, sur ce que tu voulais. Mais avoir tort, ce n'est pas la même chose que d'être désolé. Et être désolé, ce n'est pas la même chose qu'être digne de confiance. Jacques alla au placard du couloir et en sortit une valise. Fais tes valises, Molly. On verra le reste plus tard. Pendant l'heure qui suivit, Jacques resta assis dans le salon tandis que Molly se déplaçait à l'étage, rangeant des vêtements, des produits de toilette et pleurant. Quand elle descendit avec sa valise, elle lui apparut comme une étrangère. Jacques, murmura-t-elle. S'il te plaît,
n'abandonne pas. N'abandonne pas 12 ans de nous. Ce ne sont pas ces 12 années que j'abandonne, répondit-il. C'est toi qui l'as déjà fait. Après son départ, Jacques resta seul dans leur maison, entouré des preuves de leur vie commune. Des photos de mariage, des souvenirs de vacances, des dessins d'enfants aimantés sur le réfrigérateur. Tout semblait identique, mais plus rien ne serait jamais pareil. Son téléphone vibra, signalant un message de Molly, astérisque je suis désolé. Je t'aime. J'attendrai le temps qu'il faudra astérisque. Jacques fixa le message longuement, puis le supprima sans répondre. 3 jours plus tard, Molly appela pendant qu'il était au travail. Jacques, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de m'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. S'il te plaît. Écoute-moi juste. J'ai démissionné. J'en ai fini avec Ralph. Je réalise maintenant à quel point j'avais tort sur toute la ligne. Jacques resta silencieux. Je sais que tu es blessé. Je sais que tu es en colère. Mais nous avons 12 années ensemble. Nous avons Emma et Tyler. Nous avons une vie. Est-ce que cela ne signifie rien pour toi? Ça signifiait tout pour moi. C'est pour ça que ça fait si mal. Alors bats-toi pour ça. Batte-toi pour nous. Je me suis battu pour nous, Molly. Je me suis battu contre Ralph. Je me suis battu pour mon mariage. Mais je ne peux pas me battre contre toi. Je ne peux pas me battre contre ta décision que je n'étais pas suffisant. J'ai changé d'avis. Tu as changé d'avis parce que tu t'es fait prendre. Tu as changé d'avis parce que ton plan s'est effondré. Tu n'as pas changé d'avis parce que tu as réalisé que tu avais tort à mon sujet. Ce soir-là, Molly se présenta à la maison. Jacques ouvrit la porte et la trouva debout sur le perron, avec des fleurs et des plats à emporter de son restaurant préféré. J'ai apporté le dîner, dit-elle avec espoir. Molly. S'il te plaît. Laisse-moi juste cuisiner pour toi. Laisse-moi te montrer que je me souviens de ce que tu aimes, de ce qui te rend heureux. Contre son meilleur jugement, Jacques la laissa entrer. Ils s'assirent à leur table de cuisine, mangeant de la cuisine chinoise et évitant le contact visuel. Emma m'a appelé aujourd'hui, finit par dire Molly. Elle a demandé quand je rentrais à la maison. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que papa et moi essayons de résoudre quelques problèmes. Elle a demandé si nous allions divorcer. Jacques posa ses baguettes. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'espérais que non. Je lui ai dit que parfois, les adultes font des erreurs et doivent trouver comment les réparer. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle espérait qu'on pourrait réparer ça. Elle a dit qu'elle nous aimait tous les deux et qu'elle voulait qu'on soit heureux. Ils restèrent silencieux pendant un moment, pensant tous les deux à leurs enfants, à la famille qu'ils avaient construite ensemble. Je sais que tu ne me fais plus confiance, dit finalement Molly. Je sais que j'ai brisé quelque chose qui n'est peut-être pas réparable. Mais je veux essayer. Je veux passer le reste de ma vie à te prouver que tu es suffisant. Que tu es plus que suffisant. Jacques la regarda de l'autre côté de la table, cette femme qu'il avait aimée si longtemps, qui avait presque détruit tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Je ne sais pas si je peux te pardonner, dit-il honnêtement. Je sais. Mais peux-tu essayer? Peux-tu au moins essayer? Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Je sais. Mais peux-tu me laisser essayer de regagner ta confiance? Jacques resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il parla. Tu y as vraiment cru, n'est-ce pas? Tu as vraiment cru que j'étais trop faible pour mériter ta fidélité. J'étais perdu. Ralph était très persuasif. Ne rejette pas la faute sur Ralph. Ralph ne me connaissait pas. Mais toi, si. Tu as vécu avec moi pendant 12 ans. Tu m'as vu travailler 70 heures par semaine quand Tyler était malade et qu'on avait besoin de l'argent de l'assurance. Tu m'as vu apprendre à tresser les cheveux d'Emma parce que c'était important pour elle. Tu m'as vu tenir tête à ton père quand il essayait de s'immiscer dans notre mariage. Molly pleurait à nouveau. Je sais. Je sais que tu es fort. Je sais que tu es un homme bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé Ralph me convaincre du contraire. Parce qu'une partie de toi voulait le croire. Une partie de toi voulait croire que tu méritais quelque chose de plus excitant que la vie qu'on a construite ensemble. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, Molly. Et tant que tu ne l'admettras pas, tant que tu ne comprendras pas pourquoi tu voulais croire à ces mensonges à mon sujet,
on ne pourra pas avancer. Jacques se leva et commença à débarrasser la table. Je pense que tu devrais retourner chez ta sœur. Jacques, s'il te plaît. J'ai besoin de plus de temps. Et tu as besoin de comprendre ce que tu veux vraiment. Pas ce que Ralph t'a dit que tu voulais. Pas ce que tu penses que tu devrais vouloir pour sauver notre mariage. Ce que tu veux réellement. Molly ramassa son sac à main et sa veste, se déplaçant lentement comme si elle espérait qu'il change d'avis. Je te veux, dit-elle à la porte. Je veux notre mariage. Je veux notre famille. Tu voulais Ralph aussi. C'était différent. C'était stupide et égoïste. C'était un choix. Tout comme ça, c'est un choix. Tout comme tout ce qui va se passer maintenant est un choix. Après son départ, Jacques appela son avocat. Les papiers du divorce furent signifiés 2 semaines plus tard. Molly l'a appelé, hystérique. Tu fais vraiment ça? Tu mets vraiment fin à notre mariage? Je me protège. Je protège nos enfants. Je m'assure que si tu décides que tu veux de l'excitation plus que de la stabilité, tu ne pourras pas prendre la moitié de tout ce pourquoi j'ai travaillé pour la donner à ton prochain Ralph. Il n'y aura pas de prochain Ralph. Tu as raison. Parce que si tu veux sortir de ce mariage, tu peux sortir. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir la sécurité d'être ma femme et l'excitation d'être la maîtresse de quelqu'un d'autre. Je ne veux personne d'autre. Je te veux, toi. Alors prouve-le. Signe les papiers. Renonce à ta part de la moitié de tout. Montre-moi que tu veux être marié avec moi, pas marié à mon compte en banque. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Est-ce juste que je doive me demander, chaque fois que tu travailles tard, si tu prévois de me tromper? Est-ce juste que je doive expliquer à nos enfants pourquoi maman habite chez tante Sarah? Est-ce juste que je ne puisse pas faire confiance à ma propre femme? Molly est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a chuchoté, « Qu'est-ce que tu veux de moi, Jacques? Que dois-je faire pour arranger ça? Je veux que tu signes les papiers. Je veux que tu prouves que tu es prête à tout abandonner pour être avec moi. De la même manière que j'ai tout abandonné pour être avec toi il y a 12 ans. Et si je le fais? Si je les signe? Alors peut-être qu'on pourra recommencer. Peut-être qu'on pourra construire quelque chose de nouveau. Mais pas avant que je sache que tu me choisis parce que tu me veux, pas parce que tu es piégé avec moi. » Le lendemain, Molly est venue à son bureau. Elle avait l'air terrible, maigre, épuisée, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Je vais les signer, » a-t-elle dit doucement. « Tu es sûr? »« J'en suis sûr. »« Tu as raison. Je dois prouver que je te veux, toi, pas ta sécurité. Je dois prouver que je te choisis parce que je t'aime, pas parce que j'ai peur d'être seul. » Ils se sont assis dans la salle de conférence avec son avocat pendant que Molly renonçait à sa part de la moitié de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. La maison, les économies, les comptes de retraite, les fonds universitaires des enfants, tout cela restait à Jacques. « Il y a encore une chose, » a dit Jacques une fois les papiers signés. « Je veux que tu écrives une lettre à Emma et Tyler. Je veux que tu expliques pourquoi tu as fait les choix que tu as faits. Je veux qu'ils comprennent que ce n'était pas à cause d'eux, qu'ils n'ont rien fait de mal. Jacques, ce ne sont que des enfants. Ils sont assez grands pour comprendre que leurs parents divorcent. Ils sont assez grands pour mériter la vérité sur les raisons. » Molly a acquiescé, les larmes coulant sur son visage. Ce soir-là, Jacques était assis dans sa maison vide, regardant les papiers de divorce qui mettraient légalement fin à son mariage. Il se sentait vide, comme si quelque chose avait été arraché de sa poitrine. Mais il ressentait aussi autre chose, du soulagement. Pour la première fois depuis des mois, il savait exactement où il en était. Son téléphone a sonné. C'était Molly. « J'ai écrit la lettre, » a-t-elle dit, sa voix à peine audible. « Mais Jacques, je ne peux pas envoyer ça à nos enfants. Je ne peux pas leur dire que leur mère prévoyait de trahir leur père. Je ne peux pas détruire leur image de moi comme ça. Alors tu n'as rien appris. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu es toujours plus préoccupé par la protection de ton image que par la prise de responsabilité de tes choix. Tu es toujours plus inquiète de l'apparence que de ce que tu as fait. Ce n'est pas vrai. Lis-moi la lettre, Molly. Jacques, s'il te plaît. Lis-la. Il l'a entendu prendre une inspiration tremblante, puis le bruissement du papier. Chère Emma et Tyler,
a-t-elle commencé, sa voix se brisant. Je veux que vous sachiez que papa et moi divorçons, et c'est à cause des choix que j'ai faits. Je me suis impliqué avec quelqu'un du travail d'une manière inappropriée pour une femme mariée. J'ai prévu de trahir la confiance de votre père et nos vœux de mariage. Quand papa l'a découvert, il a essayé de sauver notre mariage, mais j'avais déjà brisé quelque chose qui ne pouvait pas être réparé. Elle a fait une pause, pleurant. Je veux que vous sachiez que cela n'a rien à voir avec vous. Vous êtes tous les deux des enfants parfaits, merveilleux, et vous êtes aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. Votre père est un homme bon qui mérite mieux que ce que je lui ai donné. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner d'avoir brisé notre famille. J'espère qu'un jour vous pourrez comprendre que les gens font parfois des choix terribles, mais que cela ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Avec amour, maman. Jacques est resté silencieux pendant un long moment après qu'elle ait fini de lire. En voilà, a-t-il dit finalement. Jacques. En voilà. Ils méritent la vérité. Ils méritent de savoir que leur père ne les a pas abandonnés, que leur père s'est battu pour cette famille jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour lequel se battre. Et s'il me déteste? Alors tu devras vivre avec ça. De la même manière que je dois vivre avec ce que tu as fait à notre mariage. 3 jours plus tard, Jacques est allé chercher Emma et Tyler chez la sœur de Molly. Ils y avaient séjourné pendant que lui et Molly arrangeaient les choses, bien qu'il n'y ait plus rien à arranger maintenant. Emma, du haut de ses 10 ans, le regardait avec les yeux verts de sa mère. « Papa, c'est vrai que toi et maman vous divorcez ?» Jacques s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Oui, ma chérie. C'est vrai. Parce que maman a fait quelque chose de mal ? Parce que maman et moi n'avons pas réussi à trouver comment régler les problèmes dans notre mariage. » Tyler, qui avait 8 ans, tira sur la manche de Jacques. « Ça veut dire qu'on doit choisir ? Comme Tommy Rodriguez. Il doit passer les week-ends avec son père et la semaine avec sa mère, et il dit que c'est compliqué. Non, mon grand. Vous n'avez rien à choisir. Tu vas vivre avec moi dans notre maison, et tu verras maman quand tu veux. Rien ne change à l'amour que nous vous portons tous les deux. Mais pourquoi maman ne peut plus vivre avec nous ? Demanda Emma. Jacques regarda sa fille, cet enfant magnifique et innocent qui méritait tellement mieux que le gâchis que ses parents avaient créé. Parfois, dit-il prudemment, quand les gens font des choix qui se blessent très profondément, ils ne peuvent plus vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment plus. Ça veut juste dire qu'ils ne peuvent plus être mariés. Est-ce que toi aussi, tu as fait de mauvais choix, papa ? La question le frappa comme un coup physique. Avait-il fait de mauvais choix ? Avait-il été trop confiant, trop confortable, trop sûr que son mariage était indestructible ? Je crois que j'ai fait le choix de croire que l'amour suffisait, dit-il finalement. Et parfois, ce n'est pas un mauvais choix, mais parfois, ce n'est pas suffisant non plus. Ce soir-là, après que les enfants furent au lit, Jacques s'assit dans son salon avec une bière et essaya de comprendre ce qui l'attendait. Il avait 38 ans, soudainement célibataire, avec 2 enfants qui avaient besoin de stabilité et de normalité. Il avait une entreprise de construction prospère, une maison qui était trop grande pour eux 3 seulement, et un avenir qui ne ressemblait en rien à ce qu'il avait prévu. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu, c'est Ralph. Je voulais m'excuser pour ma part dans ce qui s'est passé. J'ai eu tort sur toute la ligne, et je suis désolé. Jacques fixa le message pendant un long moment, puis répondit, ne me contactez plus, ni moi ni ma famille. La réponse fut immédiate, compris. Encore une fois, je suis désolé. Jacques supprima les 2 messages et bloqua le numéro. 2 semaines plus tard, Molly lui demanda de la retrouver pour un café. Elle était différente, plus mince, plus fragile, comme si elle avait pris des années en un mois. « Comment vont les enfants » demanda-t-elle immédiatement. « Ils s'adaptent. Emma m'a demandé hier si tu avais cessé de nous aimer. Tyler veut savoir s'il a fait quelque chose de mal. » Le visage de Molly se décomposa. « Qu'est-ce que tu leur as dit ? » Je leur ai dit que l'amour ne suffit pas toujours à maintenir les gens ensemble. Je leur ai dit que parfois les adultes font des choix qui ont des conséquences qu'ils ne peuvent pas annuler. Jacques, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais, est-ce qu'il y a une chance ? Une possibilité qu'un jour nous puissions réessayer. Jacques la regarda à travers la petite table du café. Elle était toujours belle, toujours la femme dont il était tombé amoureux à l'université. Mais quelque chose de fondamental avait changé. La confiance avait disparu, et sans confiance, tout le reste n'était qu'apparence. Je ne crois pas, Molly.
Mais tu as dit que si je signais les papiers. J'ai dit qu'on pourrait peut-être recommencer. Je n'ai rien promis. Alors quel était l'intérêt? Quel était l'intérêt de me faire tout abandonner si tu n'allais jamais nous donner une autre chance? Jacques se recula sur sa chaise, étudiant son visage. L'intérêt était de voir si tu étais capable de me choisir au-dessus de la sécurité. L'intérêt était de voir si tu pouvais faire un sacrifice pour notre mariage comme j'en ai fait pendant 12 ans. Et tu l'as fait. Tu as prouvé que tu pouvais me choisir au-dessus de l'argent, au-dessus de la sécurité, au-dessus de la facilité. Mais ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Molly resta silencieuse pendant un long moment, remuant son café avec une cuillère en plastique. Finalement, elle leva les yeux vers lui. Qu'est-ce qui serait suffisant, Jacques? Qu'est-ce que je devrais faire pour mériter une autre chance? Tu devrais devenir quelqu'un qui n'aurait jamais fait ses choix au départ. Tu devrais devenir quelqu'un qui ne pourrait pas être convaincu que son mari est faible. Tu devrais devenir quelqu'un qui ne planifierait pas de trahir sa famille pour de l'excitation. Les gens peuvent changer. Vraiment? Peux-tu me regarder dans les yeux et me dire que si un autre Ralph se présentait demain, quelqu'un de charmant et de sûr de lui qui te fasse te sentir spécial, tu ne serais pas tenté? Molly ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. C'est bien ce que je pensais, dit Jacques doucement. Alors c'est tout? 12 ans, et c'est fini? 12 ans, et tu as tout gâché. Ce n'est pas moi qui ai mis fin à notre mariage, Molly. C'est toi. Au moment où tu as commencé à croire aux mensonges de Ralph à mon sujet, au moment où tu as commencé à planifier de me trahir, au moment où tu as décidé que notre vie ensemble n'était pas assez pour toi. Jacques se leva et enfila sa veste. Les enfants veulent te voir ce week-end. Je les déposerai chez ta sœur samedi matin. Jacques, attends. Molly tendit la main à travers la table et attrapa sa main. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît, n'abandonne pas tout espoir. S'il te plaît, ne ferme pas la porte pour toujours. Il baissa les yeux sur sa main posée sur la sienne, se souvenant de toutes les fois où elle l'avait cherché, par amour, par passion, pour trouver du réconfort. Maintenant, son contact lui paraissait celui d'une étrangère. Ce n'est pas par colère que je ferme la porte, Molly. C'est parce que j'ai enfin compris quel genre de personne j'ai épousé. Et cette personne n'est pas quelqu'un à qui je peux confier mon cœur. Jacques retira doucement sa main et quitta le café, laissant Molly assise seule à la table. 6 mois plus tard, le divorce était prononcé. Jacques garda la maison, les économies et la garde principale des enfants. Molly obtint un droit de visite et dut recommencer à zéro, avec pour seul bien sa liberté et les conséquences de ses choix. Elle trouva un nouvel emploi dans une autre entreprise, un petit cabinet comptable qui la payait moitié moins que ce qu'elle gagnait en travaillant pour Ralph. Elle loua un appartement d'une chambre à l'autre bout de la ville et essaya de reconstruire sa relation avec Emma et Tyler. Jacques se jeta à corps perdu dans son travail et ses enfants. Il entraîna l'équipe de baseball de Tyler, aida Emma pour son projet scientifique à l'école et apprit lentement à être un père célibataire. Certains soirs, après que les enfants se soient endormis, il s'asseyait seul dans sa maison et pleurait la perte de la vie qu'il avait cru bâtir. Mais le plus souvent, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Les enfants s'adaptèrent mieux qu'ils ne l'avaient prévu. Emma cessa de demander quand maman allait rentrer. Tyler cessa de faire des cauchemars où ses parents se disputaient. Ils créèrent de nouvelles routines, de nouvelles traditions, de nouvelles façons d'être une famille. Un soir, alors que Jacques aidait Emma à faire ses devoirs, elle leva les yeux sur lui avec un regard grave. « Papa, est-ce que tu détestes maman ?» La question le prit au dépourvu. « Non, ma chérie. Je ne la déteste pas. Mais vous n'êtes plus amis. »« Non, nous ne sommes plus amis. »« Parce qu'elle t'a blessé ?» Jacques posa son crayon et regarda sa fille. Comment expliquer la trahison à une enfant de 10 ans? Comment expliquer que l'amour ne suffit pas toujours? Parce qu'elle a fait des choix qui m'ont montré que nous attendions des choses différentes de la vie. Et quand les gens veulent des choses très différentes, parfois, ils ne peuvent plus être ensemble. Qu'est-ce qu'elle voulait de différent? Elle voulait l'excitation plus que la stabilité. Elle voulait se sentir spéciale plus qu'elle ne voulait être loyale. Elle voulait quelque chose de nouveau plus qu'elle ne voulait garder ce que nous avions. Emma acquiesça solennellement, comme si cela lui paraissait parfaitement logique. « Qu'est-ce que tu veux, papa ?» Jacques sourit et ébouriffa ses cheveux. « Je veux être le meilleur père possible pour toi et Tyler.
Je veux construire une belle vie pour notre famille. Je veux être heureux avec ce que j'ai au lieu de toujours vouloir autre chose. Est-ce que tu es heureux? Il considéra sérieusement la question. Était-il heureux? Il se sentait parfois seul. La compagnie d'une partenaire lui manquait, quelqu'un avec qui partager les joies et les difficultés quotidiennes de l'éducation des enfants. La camaraderie du mariage lui manquait, le réconfort d'avoir quelqu'un qui le connaissait parfaitement. Mais il n'avait plus peur. Il ne se demandait plus s'il était à la hauteur, s'il était digne d'amour et de loyauté. Il savait qui il était maintenant, un homme capable d'une grande douceur et d'une grande force, selon ce que la situation exigeait. J'y arrive, ma chérie. J'y arrive. Un an après le divorce, Jacques croisa Ralph dans une quincaillerie. Le jeune homme sembla mal à l'aise, souhaitant clairement éviter cette rencontre. Jacques, dit Ralph avec un sourire forcé. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Bien, bien. J'ai entendu. J'ai entendu parler du divorce. Je suis désolé. Jacques étudia le visage de Ralph, cherchant un signe de remords sincère, une indication qu'il comprenait l'ampleur de ce qu'il avait fait. Il ne vit que de la gêne et un désir d'échapper à la conversation. Es-tu désolé, Ralph? Ou es-tu juste mal à l'aise de me croiser? Ralph se déplaça d'un pied sur l'autre. Je suis désolé que tout se soit terminé comme ça. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Quelle était ton intention? Je ne sais pas. Je pensais que tout le monde pouvait être heureux. Tu pensais que je serais heureux de voir ma femme coucher avec toi. Je pensais que tu pourrais comprendre que les gens ont des besoins différents. Non, l'interrompit Jacques. Tu pensais que j'étais faible. Tu pensais que j'étais pathétique. Tu pensais que j'étais le genre d'homme qui accepterait d'être humilié parce que j'avais trop peur d'être seul. Ralph ne le nia pas. Tu t'es trompé sur moi, continua Jacques. Mais tu as eu raison sur Molly. Elle était le genre de personne qu'on pouvait convaincre de trahir sa famille pour de l'excitation. Elle était le genre de personne qui pouvait croire que 12 ans de mariage valaient la peine d'être jeté aux orties pour quelques frissons. Jacques, je suis vraiment désolé. Ne t'excuse pas auprès de moi, Ralph. Excuse-toi auprès de mes enfants. Excuse-toi auprès d'Emma et de Tyler, qui ont dû apprendre que leur mère t'avait choisi au détriment de leur famille. Excusez-vous auprès d'elles de leur avoir enseigné que la loyauté et l'engagement sont moins importants que le sentiment d'être spécial. Jacques ramassa ses planches et se dirigea vers la caisse, laissant Ralph seul dans le rayon de la quincaillerie. 2 ans après le divorce, Jacques rencontra Sarah lors d'une réunion parents-professeurs. Elle était l'institutrice de Tyler, une femme d'une trentaine d'années aux yeux doux et au sourire aimable. Elle était elle-même récemment divorcée, essayant de reconstruire sa vie après la fin de son propre mariage. Ils ont commencé comme amis, 2 parents célibataires naviguant dans les difficultés d'élever seuls leurs enfants. Sarah comprenait l'équilibre délicat de la coparentalité avec un ex-conjoint. Elle comprenait le poids d'être seule responsable du bien-être émotionnel de ses enfants. Leur relation s'est développée lentement, prudemment. Jacques n'était pas pressé de faire confiance à nouveau, et Sarah respectait sa prudence. Ils avaient des rendez-vous discrets après que les enfants se soient endormis, partageaient un café pendant que les enfants jouaient au parc, ont construit une amitié qui s'est progressivement transformée en quelque chose de plus profond. Emma et Tyler ont tout de suite apprécié Sarah. Elle n'a pas essayé de remplacer leur mère ni de rivaliser pour leur affection. Elle a simplement ajouté quelque chose de positif à leur vie, un autre adulte qui se souciait d'eux, qui assistait à leurs matchs et à leurs pièces de théâtre à l'école, qui les aidait à faire leurs devoirs et les faisait rire. « Est-ce que Sarah va être notre nouvelle maman ?» demanda Tyler un jour pendant qu'ils pêchaient au bord du lac. « Sarah est Sarah », répondit Jacques. « C'est quelqu'un qui se soucie de nous et qui veut faire partie de nos vies. Mais elle n'essaie pas de remplacer ta maman. Vous n'avez qu'une seule maman. Mais maman ne vit plus avec nous. Non, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que Sarah est ta nouvelle maman. Ça veut dire que Sarah est quelqu'un d'autre qui vous aime. » Tyler hocha la tête, apparemment satisfait de cette explication. Un soir, alors que Sarah aidait Emma à rédiger un compte-rendu de lecture et que Tyler construisait un fort dans le salon, Jacques se tenait dans sa cuisine et s'émerveillait de la normalité de tout cela. C'était ce qu'il avait toujours voulu, une maison remplie de rire et d'amour, des enfants qui se sentaient en sécurité et valorisés, une partenaire qui choisissait d'être là au lieu de se sentir piégée. Sarah le surprit en train de les regarder et sourit. « À quoi penses-tu ? À la différence que ça fait. » « Différent de quoi ?
Différent d'être marié à quelqu'un qui ne voulait pas être marié avec moi. Sarah posa le livre d'Emma et s'approcha de lui. Pour ce que ça vaut, je n'imagine pas ne pas vouloir être marié avec toi. Même si je ne suis pas passionnant? Même si je ne suis qu'un type ordinaire qui travaille dans le bâtiment et qui entraîne l'équipe de baseball des enfants? Sarah rit. Surtout parce que tu es un type ordinaire qui travaille dans le bâtiment et qui entraîne l'équipe de baseball des enfants. Tu sais à quel point il est rare de trouver un homme qui est présent? Qui tient ses promesses? Qui fait passer ses enfants en premier? Jacques embrassa son front, s'émerveillant de la simplicité de l'amour quand deux personnes veulent la même chose. 3 ans après le divorce, Molly demanda à rencontrer Jacques à nouveau. Elle avait l'air en meilleure santé que depuis des années, plus posée, comme si elle avait enfin fait la paix avec les conséquences de ses choix. « J'ai quelque chose à te dire, dit-elle. Je vois quelqu'un. » Jacques sentit un éclair de quelque chose au pas de la jalousie, exactement, mais une étrange tristesse pour ce qui aurait pu être. « J'espère qu'il te rend heureuse. » C'est le cas. Il n'est pas du tout comme Ralph. Il est calme, stable. Il travaille pour la ville. Il a 2 enfants de son premier mariage. Comment Emma et Tyler le vivent-ils? Il l'aime bien. Il n'essaie pas d'être leur père. Il comprend que tu es leur père et que tu le seras toujours. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, 2 personnes qui s'étaient autrefois profondément aimées et qui apprenaient maintenant à être autre chose, des coparents, d'anciens conjoints, des personnes avec une histoire partagée mais des avenirs séparés. Jacques, dit finalement Molly, je veux que tu saches que je comprends maintenant. Ce que j'ai fait, ce que j'ai gâché. Je comprends pourquoi tu n'as pas pu me pardonner. Vraiment? J'ai passé 3 ans à penser que tu me punissais pour avoir fait une erreur. Mais ce n'était pas une erreur, n'est-ce pas? C'était un choix. Une série de choix. Et ces choix t'ont montré qui j'étais vraiment. Jacques hocha la tête. C'est vrai. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et être la personne que tu pensais avoir épousée. J'aimerais pouvoir être la personne qui n'aurait jamais cru au mensonge de Ralph à ton sujet. Mais tu ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je peux seulement essayer d'être meilleur à l'avenir. Pour Emma et Tyler. Pour David, c'est son nom, mon petit ami. Pour moi-même. C'est tout ce que nous pouvons faire. Alors qu'ils se séparaient, Molly se retourna une dernière fois. Jacques? J'ai besoin que tu saches que tu étais suffisant. Tu as toujours été suffisant. Le problème n'a jamais été toi. Le problème, c'était moi, et mon besoin de quelque chose que je ne pouvais même pas définir. Jacques la regarda s'éloigner, sentant le dernier poids de leur passé commun s'envoler de ses épaules. Elle avait raison, il avait été suffisant. Il avait toujours été suffisant. Il lui avait juste fallu tout perdre pour le réaliser. Ce soir-là, Jacques était assis sur sa véranda avec Sarah, observant Emma et Tyler jouer dans le jardin. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances dorées et roses. C'était un instant ordinaire dans une vie ordinaire, et c'était parfait. « À quoi penses-tu » demanda Sarah en lui prenant la main. « À la chance que j'ai. » De la chance? De la chance que Molly m'ait montré qui elle était vraiment avant qu'il ne soit trop tard. De la chance d'avoir appris la différence entre l'amour et le désespoir. De la chance d'avoir compris que je préférais être seul plutôt qu'avec quelqu'un qui ne me choisirait pas chaque jour. Sarah lui serra la main. Et maintenant? Maintenant, je suis avec quelqu'un qui me choisit chaque jour. Quelqu'un qui voit ma douceur comme une force, pas une faiblesse. Quelqu'un qui accorde autant d'importance que moi à la loyauté et à l'engagement. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Jacques ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un contentement total. Il avait perdu un mariage, mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, la connaissance de sa propre valeur, la compréhension que l'amour véritable n'exigeait pas qu'il soit autre que lui-même. L'histoire de son mariage avec Molly était terminée, mais l'histoire de sa vie ne faisait que commencer. Et cette fois, il l'écrivait avec quelqu'un qui voulait être là, quelqu'un qui le choisissait non pas parce qu'elle était piégée, mais parce qu'elle était libre de partir et choisissait de rester. Cela, réalisa Jacques, faisait toute la différence du monde. Épilogue, 5 ans plus tard. Jacques se tenait devant l'autel d'une petite église, regardant Sarah descendre l'allée dans une robe blanche simple. Emma et Tyler se tenaient à ses côtés en tant que garçons d'honneur et demoiselles d'honneur, rayonnant de fierté et d'excitation. Au premier rang étaient assis les parents de Sarah et les siens,
tous irradiant la joie qui vient de regarder deux personnes qui sont véritablement faites l'une pour l'autre. Alors que Sarah le rejoignait et lui prenait les mains, Jacques ressentit la paix profonde qui vient du fait de savoir qu'on est exactement là où on doit être, avec exactement la bonne personne. Il n'y avait aucun doute, aucune réserve, aucune crainte lancinante que cet amour soit bâti sur autre chose que l'honnêteté absolue et le respect mutuel. « Tu es magnifique », murmura-t-il à Sarah alors que le prêtre commençait la cérémonie. « Tu as l'air heureux », lui répondit-elle à voix basse. Et il l'était. Complètement, totalement, profondément heureux. Non pas parce que sa vie était parfaite, mais parce qu'elle était réelle. Non pas parce qu'il avait trouvé quelqu'un qui le faisait se sentir complet, mais parce qu'il avait trouvé quelqu'un qui célébrait la complétude qu'il avait découverte en lui-même. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux ou des promesses qu'ils avaient tous deux l'intention de tenir, des mots qui portaient le poids d'un engagement absolu, Jacques aperçut Molly au fond de l'église. Elle était venue assister à ce moment, voir la vie qu'il avait construite après la fin de leur mariage. Elle souriait, et dans ses yeux, il vit quelque chose qu'il ne s'était jamais attendu à voir, un bonheur sincère pour lui, non entaché de regret ou de jalousie. Elle avait trouvé sa propre paix, son propre chemin, et elle pouvait célébrer le sien sans amoindrir son propre parcours. Après la cérémonie, alors que Jacques et Sarah dansaient leur première danse en tant que mari et femme, Emma et Tyler les rejoignirent sur la piste de danse. Ils se balancèrent ensemble en famille, entourés d'amis et de proches qui les avaient soutenus pendant les années difficiles et qui célébraient maintenant ce nouveau départ. « Papa », dit Emma en levant les yeux vers lui avec des larmes de joie dans les yeux, « tu as eu ta fin heureuse. » Jacques sourit à sa fille, puis à Sarah, puis à Tyler, qui essayait de danser avec la fille que Sarah avait eue de son premier mariage. « Non, ma chérie, dit-il. Ce n'est pas une fin. C'est un début. Et ça va être magnifique. » Alors que la musique continuait et que la célébration se poursuivait autour d'eux, Jacques réfléchit au voyage qu'il avait amené à ce moment. La trahison qu'il avait presque détruit l'avait finalement sauvé, lui enseignant des leçons sur l'amour, la force et l'estime de soi qu'il n'aurait jamais pu apprendre autrement. Il avait pensé que la trahison de Molly était la fin de son histoire. Au lieu de cela, elle avait été le début de sa vraie vie ou une vie construite sur la vérité au lieu de l'illusion, sur le choix au lieu de l'obligation, sur un amour donné librement plutôt que désespérément agrippé. Et alors qu'il serrait sa nouvelle femme contre lui et qu'il regardait ses enfants danser avec joie, Jacques Morrison sut que parfois le plus grand cadeau que la vie puisse vous offrir est le courage de s'éloigner de ce qui ne fonctionne pas et la sagesse de reconnaître ce qui fonctionne. Le point de rupture ne l'avait pas brisé après tout. Il l'avait libéré.